Bonjour tout le monde, merci pour votre présence. Donc, je vais partager en même temps un petit diaporama. Donc, j'ai intitulé cette conférence Le respect de la nature nue aux animaux. Donc, un titre un petit peu provocateur, volontairement. Je vais partir d'un constat, le constat du fait que l'idée de nature est utilisée par les opposants à l'exploitation animale, les défenseurs des animaux, et aussi par les partisans de l'exploitation animale. Je vais essayer de montrer ici comment l'idée de nature maintient en place l'exploitation animale et comment y remédier. Je vais passer à la première diapo. Mince, à chaque fois, il faut que je repartage. C'est pas grave, ça va le faire. Voilà. Donc on entend aujourd'hui de plus en plus parler de respect de la nature. Je crois que dans l'inconscient collectif, par nature, on entend un ensemble harmonieux qu'il serait bon de ne pas venir perturber. Je crois que cette idée renvoie à la vision antique grecque de l'univers comme ordre cosmique. C'est le cosmos grec, qui serait un ensemble parfaitement agencé, finalisé et hiérarchisé, au sein duquel chaque être aurait une place assignée selon sa nature. Donc, s'il était d'une nature avec un grand N, au sein de laquelle tous les êtres auraient une nature avec un petit n. Alors, je montrerai ici pourquoi la résurgence actuelle de l'idée de nature est problématique. Je crois qu'il s'agit d'une vision mystique à la fois fausse et dangereuse. Alors, je vais citer la sociologue féministe Colette Guillaumin, qui constate que plus la domination tend à l'appropriation totale, sans limite, plus l'idée de nature, de l'approprier, sera appuyée et évidente. Alors, j'ai envie d'ajouter que je crois que c'est, en ce qui concerne les animaux autres que les humains, que l'idée de nature est la plus marquée. J'appellerai quant à moi naturalisation, un processus qui semble relever d'un triple procédé. D'abord, on considère que certains êtres sont de simples éléments interchangeables de la nature avec un grand N. On dilue leur individualité au sein de cette totalité. On dit ils sont la nature. Les animaux, c'est la nature. On le voit un petit peu avec les vidéos sur Facebook. Voilà, la nature reprend ses droits. Donc on voit des animaux et on dit c'est la nature, comme si les animaux c'était la nature, par opposition aux humains. Ensuite, deuxième procédé, on fait apparaître l'appropriation et l'utilisation de certains animaux comme étant inscrites dans leur nature même, avec un petit n. Là, on dit c'est leur nature, c'est comme ça, ils sont faits pour ça. Troisième procédé, afin d'être opérant, on postule le principe selon lequel cette appropriation ou utilisation, parce que dite naturelle, serait justifiée. Donc là, on dit c'est la nature, c'est comme ça. Il est alors question de le mettre en évidence et de déconstruire ce processus de naturalisation. On a vu en 3 points. Je vais commencer par le troisième point, par l'appel à la nature, qui me semble être le plus important et peut-être le plus évident, une fois qu'on en a conscience. Je vais passer à la première diapo. L'appel à la nature. Dire qu'une pratique est souhaitable parce que naturelle est un procédé rhétorique fallacieux qu'on appelle appel à la nature. Cet appel à la nature s'inscrit dans une filiation avec les éthiques naturalistes antiques grecques, telles que le stoïcisme ou l'aristotélicisme. Ces éthiques naturalistes invitaient à agir selon les lois de la nature. Donc c'est un petit peu l'idée que les lois de la nature devraient servir de base, de fondement à nos lois morales et juridiques.
Alors, du fait de la polysémie du terme loi, il est important de rappeler que ce que nous désignons parfois par loi de la nature ne doit pas être confondu avec des lois morales, c'est-à-dire avec des normes éthiques devant guider les comportements. Qu'est-ce que c'est que les lois de la nature? Tout simplement, c'est les lois de la physique, les lois de cause à effet, qui permettent d'expliquer les phénomènes qu'on observe dans l'univers. Ces lois de la nature, ces lois physiques, ne sont donc pas des lois morales qu'il faudrait suivre pour respecter, par exemple, la volonté de Mère Nature, une entité fictive à laquelle on prête des intentions. Cependant, on peut remarquer que tout au long de l'histoire, des projets idéologiques violents ont profité de cette confusion sur la polysémie du terme loi de la nature, des lois naturelles. Ces projets idéologiques ont profité de cette confusion en faisant des appels à la nature. Je vais citer Yves Bonnardel, qui dit que pratiquement tous les mouvements réactionnaires font appel à l'idée de nature pour légitimer le patriarcat ou pour justifier le racisme, pour instaurer une monarchie, pour combattre l'homosexualité, etc. C'est pourquoi j'estime nécessaire de rappeler que le caractère naturel ou non d'une chose ou d'une pratique ne nous dit absolument rien de son caractère bon ou mauvais. Le fait qu'une chose, un phénomène, une pratique soit naturelle ne nous donne aucune raison a priori de l'encourager ou de l'empêcher. Mais on constate que l'appel à la nature est utilisé déjà dans le marketing publicitaire. Combien de fois on voit sur les produits ou dans les publicités dire « produit naturel », comme si ça sous-entendait que du fait que ce produit soit naturel, il serait bon. Bon pour la santé, bon pour l'écologie, ou éthique, respectueux des uns et des unes et des autres. Donc le marketing publicitaire use constamment d'appel à la nature pour sous-entendre que leurs produits seraient bons pour la santé, écologique, etc. Or, si l'on considère qu'il est souhaitable qu'un produit soit bon pour la santé et écologique, la question n'est pas de savoir si un produit est composé d'ingrédients naturels ou artificiels, mais si, du fait des molécules qui le composent, il est bon pour la santé et écologique. Et cette question n'est pas à confondre avec l'idée de la naturalité du produit. La distinction entre le naturel, qu'est-ce qui est naturel finalement? On peut citer des exemples comme le virus Ebola, un petit clin d'œil à Thomas Lepelletier, je crois qu'il est présent, qui utilise cet exemple-là. Les champignons vénéneux, la dégénérescence cérébrale, les éruptions volcaniques, tout ça c'est naturel. Et on oppose à ça l'artificiel. Mais on voit bien que si on réfléchit 2 minutes, cette distinction ne correspond pas à une distinction entre le bien et le mal. Où ce qui serait naturel serait bien et ce qui serait artificiel serait mal. Si la myopie est naturelle et que le fait d'utiliser des lunettes est artificiel, bah, la myopie n'est pas bonne et le fait d'utiliser des lunettes n'est pas mal. On voit bien. Donc la distinction entre ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas ne correspond pas à une distinction entre le bien et le mal. Et il faudra ajouter que la distinction entre le naturel artificiel, en réalité, cette distinction est en soi problématique. Ah oui, qu'est-ce qui est artificiel? Qu'est-ce qui est naturel? On pourrait dire que tout est naturel. Tout est composé, tout ce qui se trouve autour de moi et moi-même, tout est composé de molécules chimiques. Tout est chimique. Quand on dit qu'un soda n'est pas bon pour la santé parce que c'est chimique, ça ne veut rien dire. Pourquoi un soda n'est pas bon pour la santé? C'est parce que les molécules chimiques qui le composent ne sont pas bonnes pour la santé, pas parce que c'est chimique, tout est chimique. On prend des fruits tels qu'ils poussent à l'état sauvage, si on veut, ce sont des produits chimiques, tout simplement. Donc là, je fais une petite diapo qui montre que on a parfois une répulsion comme ça de l'artificiel, du chimique, qui n'est pas justifiée. C'est ce que le philosophe contemporain, il est mort l'année dernière, Ruynogien, appellerait de la panique morale. Voilà, donc là, on peut voir une banane telle qu'on la trouve à l'état sauvage, et on voit bien que cette banane est composée de molécules chimiques. Donc la question, ce n'est pas de savoir si un produit est chimique ou non, la question, c'est de savoir si
Par exemple, si on considère qu'il est souhaitable qu'un produit soit bon pour la santé écologique, c'est de savoir si les molécules qui le composent sont bonnes pour la santé et écologique ou non. Et ça n'a rien à voir avec la question du naturel. Par opposition au chimique, à l'artificiel, on l'a vu, cette distinction est confuse, problématique. Si l'on considère plus largement que ce qui est souhaitable, c'est de minimiser les expériences vécues négatives des êtres sentients et de favoriser les expériences positives des êtres sentients, la question n'est pas de savoir si une pratique est naturelle ou non, mais si ses conséquences sont bonnes ou mauvaises. C'est encore une fois la même chose. Alors là, j'ai utilisé l'exemple d'une position morale qu'on appelle l'utilitarisme, qui est un type de conséquentialisme, qui dit qu'une pratique est bonne si ses conséquences sont bonnes. Si ses conséquences tendent à maximiser le taux de bonheur dans le monde, cette pratique est morale, elle est bonne. Si les conséquences de cette pratique tendent à maximiser le taux de malheur ou à minimiser le taux de bonheur, cette fois, cette pratique peut être considérée comme immorale, comme mauvaise. Donc, si on s'intéresse à la question du caractère bon ou mauvais d'une pratique, il ne faut pas s'intéresser à la question de si cette pratique est naturelle ou non. Il faut s'intéresser, par exemple, à ses conséquences. Considérer que certaines pratiques soient naturelles est tout à fait compatible avec le fait de les considérer comme nuisibles et de tout faire pour les éviter. Ainsi, dire que tuer est naturel ne nous dit pas ce qu'il est souhaitable de faire. Pour savoir s'il est souhaitable de tuer, il ne faut pas savoir si c'est une pratique naturelle ou pas. Il faut savoir si elle a de bonnes conséquences, par exemple, si on se place dans une perspective morale qui est celle de l'utilitarisme. Dire qu'on est naturellement omnivore, ça ne nous dit pas ce qu'on doit faire, ce qu'il est préférable de faire. C'est bien que omnivore, c'est-à-dire qu'on a la capacité physiologique de manger des produits d'origine animale, et pas que c'est une nécessité physiologique, et pas que c'est souhaitable. Je ne crois pas qu'en ayant un régime qui contient des produits d'origine animale, on maximise le taux de bonheur dans le monde. Je crois que c'est plutôt l'inverse. Donc voilà pour ce premier procédé de naturalisation qui fait appel donc justement à cet appel à la nature. On va pouvoir passer au deuxième. Voilà. Le deuxième procédé de naturalisation correspond à ce que j'appelle l'écologie totalitaire. Alors, on va voir ce que c'est, mais d'abord, j'aimerais bien définir les termes que j'utilise. J'ai parlé d'être sentient. Qu'est-ce que c'est que la sentience? C'est un terme qui est absolument fondamental en philosophie morale contemporaine, en éthique. Dès qu'il y a un être sentient, il y a quelqu'un qui sent et qui ressent. Dès qu'il y a un être sentient, il est le centre d'un champ de perception qui s'ouvre autour de lui. Il a des expériences vécues qui lui arrivent. Et il accorde de l'importance, positive ou négative, justement, à ce qui lui arrive. Par opposition, un être non sentient, d'après ce qu'on sait des plantes, d'après ce qu'on sait des cailloux, ne sont pas les centres d'un champ de perception, n'ont pas d'expérience vécue. Donc rien de mal ne peut, en propre, leur arriver, puisque rien n'est vécu par eux. Rien ne peut les affecter. Alors, on distingue des êtres sentients des êtres non sentients. Il y a une seconde distinction conceptuelle que je trouve pertinente, qui est celle entre valeur propre et valeur relative. Alors moi, justement, en tant qu'être sentient, j'accorde de l'importance à ce qui m'arrive. On peut considérer que j'ai une valeur propre, c'est-à-dire que j'ai une valeur par moi-même, indépendamment du fait que d'autres êtres sentients m'accordent de la valeur ou non. Par opposition, les êtres non sentients ne possèdent pas de valeur par eux-mêmes. Je reprends l'exemple de mon ordinateur. Mon ordinateur n'a de valeur que relative. Il n'a de valeur que si les êtres sentients, moi par exemple, nous lui en accordons une relativement à nous. Mon ordinateur, par exemple, on peut lui reconnaître une valeur relative qui est une valeur d'usage, ça me sert à faire une conférence par exemple, ou une valeur marchande, je peux le faire.
Mais cet ordinateur, en tant que c'est une entité non sentiente, est dépourvu de valeurs propres. Il ne peut avoir que de valeurs relatives, que si des êtres sentients leur en accordent une, lui en accordent une indirectement. Alors, pour venir à ce qui nous intéresse ici, je vais prendre l'exemple de l'œil. Mon œil, je peux considérer qu'il n'a de valeur que relative, il n'a de valeur que relativement à mon organisme sentient. Mon œil est un moyen en vue d'une fin qui est que moi, en tant qu'être sentient, je puisse voir. Donc ici, la partie, l'œil, n'a de valeur que relative, n'est qu'un moyen en vue de la fin qui est mon organisme sentient et qui, lui, dispose d'une valeur propre. Donc la partie n'a de valeur que relative par rapport à l'ensemble, mon organisme sentient, qui, lui, dispose d'une valeur par lui-même, d'une valeur propre. Alors, on pourrait dire que oui, mais mon organisme sentient n'est lui-même finalement qu'une partie d'un ensemble plus vaste, qui serait la société, un écosystème, l'ensemble des écosystèmes, la nature, avec un grand N, ou l'univers. Donc on pourrait dire, par analogie, que puisque moi je ne suis qu'une partie d'un ensemble plus vaste, ben moi je n'ai de valeur que relative, et je ne suis qu'un moyen en vue d'une fin qui serait celle de la totalité, de l'ensemble, les écosystèmes par exemple. En réalité, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, mon œil est non sentient. Et il n'a de valeur relative qu'à l'ensemble, mais parce que l'ensemble ici est sentient, c'est moi, l'organisme sentient. Alors que dans le second cas, c'est la partie qui est sentiente, l'organisme sentient toujours, et l'ensemble, lui, n'est pas sentient. La nature n'est pas une entité sentiente qui aurait des expériences vécues. Les écosystèmes, c'est pareil, ce n'est pas une entité sentiente. Pourtant, cette distinction n'est pas claire. Je qualifie de totalitaire la vision qui présente certains animaux, non pas comme des individus qui vaudraient pour eux-mêmes, mais comme des parties d'un ensemble qu'on appelle la nature. Par la description qui en est faite, tout se passe comme s'ils étaient des spécimens indifférenciés d'une catégorie, l'espèce, la race, etc., n'agissant jamais selon leurs intérêts et préférences propres, mais en étant au service d'une finalité qui les dépasse et qui se comprendrait au sein de la totalité. C'est alors selon cette grille de lecture qu'on explique leur comportement et qu'on les observe en train d'incarner ce qu'on considère comme étant leur rôle. Ils auraient un rôle, ils serviraient à quelque chose au sein de la totalité. Et c'est cette vision qu'on retrouve souvent dans les documentaires animaliers, par exemple. Dans cette perspective, l'individu qui s'accouple ne cherche pas à satisfaire ses désirs et à éprouver du plaisir, mais serait en train d'assurer une fonction. Il serait utile à la totalité. Bref, l'individualité de l'être naturalisé est diluée au sein de la nature, à laquelle il est censé appartenir et avec laquelle il est amalgamé, au même titre que les brins d'herbe ou les cailloux. On ne les conçoit que comme des parties d'un ensemble, et c'est l'ensemble qui importerait. Cette vision totalitaire est répandue chez certains écologistes, qui se contentent de prendre en compte la valeur relative qu'ont les animaux pour les écosystèmes, et qui nie la valeur propre de chaque animal autre qu'humain qui vit sa vie à la première personne. L'écologie totalitaire considère les individus comme des spécimens entièrement remplaçables par d'autres éléments assimilés à une même catégorie, souvent l'espèce. Alors je m'arrête une seconde. Qu'est-ce que c'est que l'espèce finalement? On a tendance à croire que les espèces existent, ce serait une entité, par exemple, qu'il faudrait préserver. L'espèce, en réalité, c'est une représentation, c'est une catégorie dans laquelle on regroupe certains individus en fonction des critères choisis. Ça peut être l'ancêtre commun récent, l'interfécondité, etc. Si on a lu Darwin, on sait bien que les espèces n'existent pas vraiment. Ce qui existe, ce sont des individus. On ne devrait jamais parler d'espèces, mais en réalité, de lignées évolutives, d'ensemble d'individus qui découlent d'ancêtres communs et qui sont interféconds potentiellement. Alors, je reviens à l'écologie totalitaire. L'écologie totalitaire considère que les individus ne comptent pas, mais sont comptés. Seul importe leur nombre,
permettant de garantir que la fonction attribuée à leur catégorie assure la préservation de la totalité. La nature, entendue comme ensemble d'écosystèmes, taux de biodiversité, etc., sans considération pour leur vécu sentient. On veut préserver les espèces, finalement on se fiche un peu de l'individualité propre de chaque être sentient. Par exemple, on peut se demander où sont les bouquetins des Alpes quand les écolos disent vouloir protéger le bouquetin des Alpes. Qu'est-ce que protéger le bouquetin des Alpes? Si ce n'est vouloir accorder une valeur relative à une catégorie, l'espèce bouquetin des Alpes, tout en niant la valeur propre de chaque bouquetin que l'on peut chasser tant que la fonction attribuée à sa catégorie n'est pas menacée. À l'inverse, dès lors que l'on reconnaît le caractère irremplaçable de chaque être sentient, singulier, nous ne pouvons pas nous contenter d'une conception qui présente les autres animaux comme de simples transporteurs de gènes ou exemplaires de catégories. Alors, cette idée d'animaux comme transporteurs de gènes, c'est ce qu'on retrouve dans la communication des parcs zoologiques qui aurait pour but de faire une collection de gènes et les individus seraient des transporteurs de gènes. Voilà, donc il y aurait une utilité à collectionner des gènes, on ne sait pas trop pourquoi. Il faut que dans le monde, le monde est conçu comme une collection. Il faut que dans le monde, il y ait telle ou telle espèce, et donc il faut garder des représentants, il faut conserver leurs gènes, etc. Pas parce qu'on souhaite que ces individus aient une vie agréable, pas parce qu'on prend en compte leurs expériences vécues, mais parce qu'il faudrait conserver l'espèce. On peut dire en résumé que l'écologie totalitaire réduit la valeur propre de certains individus à la valeur relative de leur catégorie pour la préservation des écosystèmes en un certain état défini comme souhaitable. Alors, si on applique cette vision totalitaire, holiste, aux humains, les individus humains n'auraient aucune valeur, puisque les activités de l'espèce humaine sont globalement néfastes à la préservation des écosystèmes actuels. En réalité, on voit bien que seuls les êtres assimilés à des catégories autres que celles de l'espèce humaine reçoivent l'étiquette nuisible, puisque la perspective écologique totalitaire n'est adoptée que pour les autres animaux. C'est pourquoi on peut appeler écofascisme le sort réservé à certains êtres sentients qualifiés de nuisibles avec la gestion de la nature par les chasseurs. Je crois qu'en réalité, cette écologie totalitaire se comprend plus largement dans une idéologie humaniste. On considère que les individus, les organismes sentients, ont une valeur relative, et ce qui compte, ce serait l'ensemble, les écosystèmes. Sauf qu'en réalité, les écosystèmes eux-mêmes, là on n'est plus dans une perspective holiste pour les humains, puisqu'en réalité, ces écosystèmes eux-mêmes n'auraient de valeur que relative pour la vie des humains, et seuls les humains comptent. De notre côté, il y a l'écologie profonde, qui elle n'est plus anthropocentrée, anthropos c'est l'homme, donc centrée autour des humains, mais l'écologie profonde est soit écocentrée, centrée autour des écosystèmes, ou biocentrée, centrée autour des êtres vivants, il faudrait respecter le vivant, ou de la biodiversité. Et là, les humains sont placés sur le même plan que les autres animaux, n'ont de valeur que relative pour la totalité, qui serait la préservation, comme je l'ai dit, des écosystèmes ou de la biodiversité, bref, de la nature. Alors, comme solution, on peut proposer ce qu'on appellerait une écologie sentientiste, qui se distingue de l'écologie humaniste, et plus particulièrement, parce que c'est le sujet ici, de l'écologie totalitaire, qui pourrait être appliquée aux humains comme elle est appliquée actuellement aux autres animaux. Premièrement, elle s'en distingue parce qu'elle reconnaît que chaque individu sentient importe pour lui-même, indépendamment du fait qu'il soit en voie d'extinction ou non. Plus précisément, indépendamment du fait que les autres individus assimilés à une même catégorie, l'espèce, soient abondants ou rares. Ah oui, moi, qu'il y ait 10 milliards d'autres humains ou qu'il y ait juste
5000 autres humains, ben, ma vie m'importe, indépendamment du fait que ma catégorie soit en voie d'extinction ou non. Deuxième point, l'écologie sentientiste reconnaît que ce ne sont pas les écosystèmes, la biodiversité, la terre, la nature ou les espèces qui importent pour eux-mêmes et ont une valeur propre, mais bien chaque être sentient singulier. Et enfin, troisième point, l'écologie sentientiste reconnaît que, en toute rigueur, la préservation des écosystèmes, toujours en évolution, et l'accroissement du taux de biodiversité ne sont jamais souhaitables en soi. Ce ne sont pas des buts à rechercher pour eux-mêmes. Il ne s'agit pas là d'objectifs que nous devrions viser pour eux-mêmes, mais uniquement si et dans la limite où cela est dans l'intérêt des êtres sentients. Donc le but ultime, ce n'est pas d'accroître la biodiversité. On ne voit pas trop pourquoi, si ce ne serait pas pour les êtres sentients qui, eux, ont des expériences vécues, positives ou négatives. Le but, ce n'est pas de respecter la nature, le but, ce n'est pas de respecter le vivant. Le but, ça peut être, par exemple, de prendre soin de l'habitation terre dans le but de favoriser les expériences positives des habitants, des êtres sentients. Donc, la préservation de la biodiversité, des écosystèmes, n'est qu'un moyen en vue d'une fin qui est de permettre aux individus sentients qui s'y trouvent de pouvoir jouir de leur vie. Je reviens un instant sur l'idée de respect du vivant, je crois qu'il n'a vraiment pas beaucoup de sens finalement, en toute rigueur. Pourquoi est-ce qu'il faudrait respecter le brin d'herbe ou l'épi de maïs? Ben, je ne vois pas trop. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le critère pertinent de considération morale, ce serait le fait d'être vivant? Puisque la majorité des êtres vivants ne sont pas sentients, rien ne peut les affecter. Ils ne sont pas le centre d'un ensemble de perceptions, ils n'ont pas d'expérience vécue. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas respecter la matière, en prenant aussi les cailloux? C'est un critère, le vivant, qui me paraît tout à fait arbitraire. Le critère pertinent de considération morale, je crois que c'est la sentience, puisque dès qu'il y a un être sentient, là, il y a quelqu'un qui a des expériences vécues, et il y a quelqu'un à qui ce qui lui arrive lui importe. Donc en réalité, il ne s'agit pas de respecter la nature, de respecter le vivant. Il s'agit plutôt d'aménager la terre ou de prendre soin de l'habitation terre, encore une fois, dans le but de favoriser les expériences positives et de minimiser les expériences vécues négatives des êtres sentients. Donc la préservation de je ne sais quoi, ce n'est qu'un moyen en vue d'une fin. Voilà pour ce deuxième procédé de naturalisation. On va passer au troisième. Je suis dans les temps, tout va bien. On arrive à la fiction finaliste. Alors, qu'est-ce que c'est que le finalisme et l'essentialisme? C'est deux notions qui sont extrêmement importantes dans les mouvements sociaux pour pouvoir comprendre la réalité dans laquelle nous sommes et pouvoir la faire évoluer en vue d'un objectif. Alors, on peut appeler fiction finaliste le procédé qui consiste à considérer que certains êtres auraient une nature, un petit n, qui les pousserait à obéir à une finalité. Plutôt que d'expliquer les événements par leur cause, comme on le fait en science en ce qui concerne la matière, la fiction finaliste consiste à expliquer les événements par la référence à une finalité, à un but qui en réalité n'existe pas. Ah oui, nous, les êtres sentients, nous nous fixons des buts. Nous poursuivons des fins que nous nous fixons. Mais ce n'est pas parce que les êtres sentients, parce que nous nous fixons des buts, que l'univers lui-même obéit à un but. Là, je renvoie encore une fois à la vision Eric, grecque. pardon, c'est Pardon?
On ne voit pas la bonne diapo, Cédric, pour info. Ah, pardon. J'arrange ça tout de suite. C'est bon? On est au 3, la fiction finaliste. Oui. Oui. Ah ben voilà, très bien. Désolé. Alors je disais, c'est pas parce que nous, les êtres sentients, nous fixons des buts que l'univers lui-même obéit à un but. Nous savons aujourd'hui que les plantes ne produisent pas d'oxygène pour que nous puissions respirer. Mais en vérité, nous respirons parce que les plantes produisent de l'oxygène. De la même manière, la pluie ne tombe pas pour faire pousser les plantes. Mais les plantes poussent parce que la pluie tombe. Phénomène qui s'explique également par d'autres causes, et non d'après une finalité globale qui aurait été décidée, encore une fois, par mère nature, entité fictive à laquelle nous prêtons des intentions, qu'il faudrait, et volonté qu'il faudrait respecter. En ce qui concerne les animaux dotés d'une volonté propre, je l'ai dit, capables d'agir en vue de leur propre fin, leur comportement s'explique par exemple par leurs intentions, et non pas par rapport à une finalité globale dans laquelle leurs destins individuels devraient s'insérer. Mais justement, la naturalisation consiste à imaginer que Mère Nature leur aurait assigné une nature, petit n, fixe et définitive. C'est ce qu'on appelle l'essentialisme. Chaque individu disposerait d'une nature immuable qui définirait, qui précéderait son existence. À cette nature, on imagine que serait jointe aussi une finalité définissant leur rôle au sein de l'ensemble du cosmos. Ça, c'est le finalisme. De cette manière, on considère que certains êtres existent pour une raison précise. On dit ils sont faits pour ça. Et bien sûr, miraculeusement, leur finalité, leur raison d'existence correspondrait au traitement qu'on leur impose. C'est ainsi qu'on peut imaginer qu'il serait dans la nature des poulets d'être rôtis, dans la nature des sangliers d'être chassés, dans la nature des souris d'être soumises à des expérimentations, dans la nature des poissons d'être pêchés, etc. Selon un même schéma, les noirs doivent servir les blancs, les femmes doivent servir les hommes, les autres animaux sont là pour être mangés ou utilisés. C'est leur nature, leur vocation, leur destin qu'ils doivent donc accomplir. Alors je cite Aristote, alors il ne s'agit pas ici de faire le procès d'Aristote, qui a écrit il y a longtemps, et qui a écrit de très belles choses par ailleurs, notamment dans l'Éthique à Nicomaque, on trouve des belles choses par-ci par-là. Selon Aristote, pour illustrer ce que je viens de dire, Aristote défendait donc bien une vision essentialiste et finaliste. Il disait que la nature ne fait rien en vain. En outre, dans les rapports du mâle et de la femelle, le mâle est par nature supérieur et la femelle inférieure. Et le premier est l'élément dominateur et la seconde l'élément subordonné. La nature tend assurément aussi à faire les corps d'esclaves différents de ceux des hommes libres, accordant aux uns la vigueur requise pour les gros travaux et donnant aux autres la station droite et les rendant impropres aux besognes de ce genre. Ah ben oui, très bien, comme ça au sein de la cité grecque, on a des esclaves, ils bossent, et puis les Grecs, eux, les citoyens, peuvent participer à la vie de la cité, et puisque ça a été décidé par mère nature, bah, tout va bien, tout est justifié. Les uns et les autres ne font qu'accomplir leur rôle. La naturalisation des oppressions consiste ici à faire passer l'ordre social imposé pour un ordre naturel, censé être normal, nécessaire et légitime, car voulu par mère nature. Ça, c'est quelque chose d'important, qui est la naturalisation des rapports sociaux. Les hommes, les femmes, etc., sont engagés dans des rapports sociaux, notamment des constructions sociales, et puis on naturalise ça, on dit que c'est la nature qui a voulu, et que c'est normal. Ce serait dans la nature de la femme d'être belle, de s'épiler, de faire la cuisine, de s'habiller comme ci et ça. Ce serait dans sa nature. Elle devrait obéir à sa nature et jouer son rôle au sein de l'ordre cosmique.
En réalité, on peut considérer que ce sont des rapports sociaux contingents qui auraient pu être autres que ce qu'ils sont. Et puis, si cela est favorable pour les uns, les unes et les autres, les changements. Voilà pour ce troisième procédé de naturalisation. J'en arrive donc à ma conclusion. Comme nous venons de le voir, avec la naturalisation, ce triple procédé, certains individus peuvent être persécutés avec la permission divine. C'est dans l'ordre des choses, ils sont faits pour ça, et c'est comme ça parce que il faut bien respecter la nature. Les traitements qu'ils subissent de violence matérielle sont naturalisés, c'est-à-dire perçus comme correspondant à ce qui serait leur nature, laquelle, bien sûr, est invoquée pour justifier ces traitements. On l'a vu avec l'appel à la nature, le premier. La naturalisation constitue donc un processus de chosification en même temps qu'une tentative de justification qui accompagne l'exploitation animale. Ainsi prend place le discours sur le bien-être animal qui, loin de remettre en cause l'ordre social imposé, prenant l'apparence d'un ordre naturel, et pour ne pas être contre nature, c'est-à-dire un détournement du destin, selon la fiction finaliste, et une faute morale, selon l'appel à la nature, le bien-être animal doit s'appliquer à des animaux dont les intérêts sont déjà niés, qui ne sont pensés qu'en fonction et en vue de leur exploitation. Et tout va bien, on respecte l'ordre naturel, et il n'y a pas à le changer, hein, c'est comme ça, c'est la nature, et tout va bien. Voilà, j'en ai terminé.